En effet, ce que je cherchais à faire aujourd'hui, et je vais commencer par partager des slides, et surtout chercher à, voilà, j'espère que vous le voyez, chercher, je disais, à dresser un état des lieux du monde du travail plateformisé depuis l'arrivée de la pandémie en cours. Donc, tous travailleurs et travailleuses des plateformes, évidemment, relèvent d'une part d'une provocation, de l'autre d'une annonce, laquelle annonce peut être envisagée par certains et certaines comme positive, même une utopie souhaitable ou une perspective souhaitable, mais qui en soi implique un certain nombre de risques que je vais chercher à énoncer avec vous. Tout d'abord, pour donner tout simplement voilà, un shout-out, comme on dit, à mes collègues avec lesquels je travaille chaque jour, c'est-à-dire reconnaître leur travail. Ce que je vais présenter aujourd'hui relève de l'activité de mon groupe de recherche. J'espère que vous voyez défiler les slides. De mon groupe de recherche qui s'appelle Deep Lab, donc Digital Platform Labor. Malheureusement, en tant qu'Européen, j'emploie énormément de termes en anglais. Vous allez me pardonner, j'ai cherché à traduire tout en français le plus possible, mais hélas, de temps en temps, ça va arriver. Donc, dans ce programme de recherche, avec mes collègues, mes doctorantes et doctorants, on mène des enquêtes internationales. Là, on vient de terminer une grosse enquête sur l'Amérique du Sud, sur l'Afrique, c'est une enquête en cours, et l'année passée, on avait réalisé une enquête sur la France et l'Espagne. Et donc, enquête de quel type? Principalement, analyser comment les gens travaillent sur les plateformes, et on commence avec les plateformes dites de mobilité, donc toutes les plateformes qui relèvent de la logistique, du transport, du soin et des services personnels, donc les Deliveroo, les Glovo, les Uber et Lyft. Et après, on arrive vers des plateformes qui sont inconnues au grand public, mais ô combien important, tels Amazon Mechanical Turk ou Apple et Lionbridge. C'est des noms qui peut-être ne vous disent strictement rien, mais qui sont des plateformes qui sont en train d'exploser en termes d'effectifs et sur lesquelles on réalise un type particulier de travail, souvent appelé travail des foules, mais que je préfère définir comme micro-travail, parce qu'en fait, il s'agit, comme Luc le rappelait justement, de travail tâcheronisé, donc réduit à des micro-tâches, atomisées, fragmentées, extrêmement répétitifs, très mal payés, dans la plupart des cas, payés à la pièce. Alors, pourquoi ces enquêtes et ces perspectives sont importantes pour comprendre la transition en cours depuis l'arrivée de la pandémie? Eh bien parce que, en réalité, cette pandémie arrive au moment où le capitalisme des plateformes, donc vraiment le volet mercantile de marchand, orienté marché de ces plateformes, était déjà largement imposé. L'ubérisation ou la gig economy, l'économie des petits jobs, des petits boulots, était déjà en cours, était débattue partout dans le contexte universitaire, dans le débat public et politique depuis le début des années 10 en réalité. Donc ça fait déjà une décennie, et l'arrivée de la pandémie de Covid-19 en plus a déterminé auprès de plusieurs personnes, voilà, cette impression qu'on est en train de tout plateformiser, tout aspect, disons, du plus anodin au plus intime, hein, vraiment, qui passe désormais par les plateformes. Dans les pays dans lesquels on a imposé des restrictions particulièrement lourdes en termes de circulation, tel le pays dans lequel je suis, ou même chez vous, par exemple, la fermeture des salles de cinéma, ou par exemple de plusieurs commerces a déterminé, par exemple, l'explosion
de plateformes de vidéo ou des plateformes de livraison. Donc cela nous concerne même si nous ne sommes pas des travailleurs de ces plateformes, parce que d'un certain point de vue, nous interfaçons avec ces travailleurs. Et on va le voir très vite, surtout parce que, en effet, même si notre emploi est différent, notre activité est différente, on assiste dans la totalité des activités et des occupations à un recours massif aux outils numériques. Donc, pas besoin pour l'instant d'être ou alors d'avoir été déjà travailleur des plateformes depuis 2019 ou même depuis les années 10. Désormais, on se retrouve à utiliser des outils informatiques qui ont été développés pour les travailleurs des plateformes. Je vais vous donner des exemples très vite et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Alors, ceci évidemment implique des inquiétudes sur la stabilité des emplois, avec évidemment ce nuage noir, ou plutôt cette épée de Damoclès d'une récession qui est déjà largement là et qui risque d'être une dépression, mais aussi, de l'autre côté, un peu comme contrepoint, il y a un discours triomphaliste sur le soi-disant travail intelligent, c'est-à-dire le smart working. Dans certains pays, ça s'appelle smart working. Peut-être que le terme le plus utilisé dans le contexte francophone, c'est plutôt télétravail. Hein. Ça recouvre un ensemble d'activités qui peuvent être réalisées à distance. Donc, l'OIT a publié depuis le mois de janvier 2021 un rapport dans lequel ce travail est tout simplement qualifié de travail à distance. Et pourtant, voilà, le fait de voir dans ce travail une dimension d'intelligence, même de travailler en bonne intelligence, comme on dirait dans l'expression française, effectivement, implique que les turiféraires de ce type de travail, et on en est tous, on est toutes et tous un peu turiféraires de ça, pour des raisons parfois évidentes, hein, on ne peut pas se déplacer, sont évidemment portés à mettre en évidence la dimension positive de ce travail, par opposition à un travail à l'ancienne, un travail qui demanderait des déplacements, qui nous exposerait à des risques et qui serait donc beaucoup moins smart, beaucoup moins intelligent que le nouveau travail qui s'annonce. Alors, en réalité, le triomphe de ce travail intelligent, de ce télétravail à distance, est largement illusoire, dans la mesure où il faut quand même le redimensionner. Avant le Covid-19, dans certains pays comme les États-Unis, pour lesquels on dispose de données un peu plus solides que pour d'autres pays, était pratiqué régulièrement, et je souligne le verbe régulièrement, seulement par une partie extrêmement réduite de la force de travail, qui ne dépassait pas le 7%. Et on va voir dans un instant pourquoi. Et depuis l'arrivée de la pandémie, depuis un an, surtout au cours des phases de confinement, on n'a pas dépassé dans plusieurs pays et dans plusieurs continents, en Europe, en Amérique du Nord et en Amérique latine, le seuil magique du 25%. Alors, dans certains cas, par exemple en Argentine, je pense qu'on était arrivé à 27% de la force de travail qui pouvait télétravailler. Hein, et en plus, la définition de télétravail peut varier d'un pays à l'autre. Pourtant, voilà, on a un espèce de seuil, il y a une sorte de presque de loi qui n'est pas une loi naturelle, mais une loi sociale, et qui est liée à certains facteurs qui permettent à certaines parties de la force de travail, des effectifs et des actifs de réaliser ce type de travail à distance, alors que d'autres ne peuvent pas. Alors, les facteurs qui peuvent influer, évidemment, sont liés au taux d'équipement et à la connectivité. Les zones rurales où, évidemment, les foyers à revenus modestes qui n'ont pas 3 tablettes et 4 smartphones et au moins 2 PC par famille, hein, par noyau familial, évidemment, ont un désavantage relatif par rapport à ceux qui sont mieux équipés. La connectivité, surtout la connectivité pour téléverser, donc celle montante, est extrêmement importante dans certains métiers, dans certaines activités, dans certaines occupations. Et en plus, il faut aussi avoir un logement
adapté, un logement adapté en termes d'aménagement de l'espace de travail. La question qui se pose tout de suite, évidemment, c'est aussi la disponibilité de suffisamment de places, ce qui, par exemple, même dans les grandes villes, peut être un problème. Et après, évidemment, aussi de l'équipement. Voilà, par exemple, le fait d'avoir un bon siège et une bonne distance et des pièces suffisamment éclairées et aérées. Et après, évidemment, il y a aussi des facteurs qui relèvent plutôt de la distribution des tâches ménagères et qui pénalisent visiblement, et donc là c'est spécifique au genre, les femmes. Historiquement, encore souvent déléguées à la réalisation d'une partie beaucoup plus importante que leurs partenaires de sexe masculin. Et donc, de ce point de vue-là, la réalisation de ce télétravail peut se transformer dans une double ou triple journée de travail pour certaines personnes. Alors là, je ne peux pas encore vous donner une référence, mais on a un article en sortie prochainement sur cette notion de la triple journée de travail. Bon, rapidement, donc, au niveau de ce télétravail, donc, on n'est pas surpris lorsqu'on regarde les chiffres à notre disposition. Par exemple, la première enquête réalisée déjà au mois d'avril en France, donc vous allez me pardonner, c'est les données auxquelles j'avais accès en France déjà sur l'accès au télétravail au mois d'avril 2020, donc on était en pleine phase de premier confinement, on avait à peine 25% des salariés, et j'insiste sur le fait que ce soit des salariés en particulier, qui étaient en télétravail, alors qu'il y avait une partie importante, 27%, qui ne pouvaient pas télétravailler. Et là, on voit déjà le décalage entre une partie de la force de travail à laquelle le télétravail est présenté comme une option souhaitable et accessible, alors qu'il y a normalement ce qu'on appelle les occupations essentielles, donc les métiers essentiels qui peuvent être par exemple du maintien de l'ordre ou alors par exemple dans les hôpitaux, dans les grandes surfaces, et qui relèvent presque exclusivement d'un travail de proximité et donc de risques possibles en termes de circulation du virus, lesquels ne peuvent pas accéder à cette option. Ou qui peuvent y accéder seulement de manière très pénalisante en termes de rémunération, en termes de réalisation du travail, en termes de réalisation de leurs services. Après, il y a une partie importante à laquelle je vais toucher un mot de personnes qui, évidemment, se trouvent exposées au risque de, je vais commencer plutôt par là, continuer plutôt par là, risque du chômage, donc, le fait de pour l'instant, le phénomène explosif ne s'est pas encore réalisé dans les pays européens. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis, où on a vu en effet un nombre important de personnes qui sont entrées en chômage, aussi pour des raisons légales et qui relèvent aussi de la structure de la force du marché du travail aux États-Unis, dans lequel il y a une partie importante de personnes self-employed, donc qui sont auto-entrepreneurs et qui donc, pour pouvoir accéder à un certain type de protection sociale, doivent se déclarer au chômage. En même temps, ce qu'on voit est que pour l'instant, aussi à cause un ensemble de protections légales qui existent, par exemple l'interdiction de licencier des salariés dans la plupart des pays européens. Pour l'instant, l'évolution du taux de chômage n'a pas dépassé au niveau européen, par exemple, le 8,3%, ce qui est beaucoup moins par rapport, par exemple, à la crise de l'euro qui avait dominé la première partie des années 2010. Et encore, quand même, ce qui est particulièrement inquiétant et qui est important pour nous et pour ce dont nous parlons aujourd'hui, est qu'il y a un nombre important de nouvelles embauches. Donc, les nouvelles personnes embauchées en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée est en train de chuter drastiquement, ce qui évidemment très vite va se manifester comme une difficulté d'accéder au marché du travail pour un nombre de plus en plus important de personnes. Alors,
dans ce contexte, évidemment, il devient important d'assurer à ces personnes l'accès à une activité possible. Et c'est là que les plateformes arrivent et se présentent comme une option viable. Hein, une option viable. Avant de parler justement de pourquoi les plateformes sont une option viable surtout pour les personnes qui se trouvent dans cette pyramide un peu entre les deux, entre la possibilité d'accéder au télétravail et la nécessité de continuer à réaliser en présentiel des activités essentielles, il faut aussi que je revienne un instant en arrière. Évidemment, je me suis trompé dans l'ordre de mes slides pour préciser que la plateformisation, donc encore une fois, le recours, par exemple, à des plateformes propriétaires et marchandes est un phénomène auquel on insiste aussi dans le travail salarié, surtout dans le télétravail. Hein. Donc, le travail à domicile, qui est plutôt le travail à distance, aujourd'hui passe par un nombre important de plateformes qui sont parfois les plateformes du type Teams, Zoom, sur laquelle on est aujourd'hui, lesquelles sont des plateformes de surveillance et de monitoring de la performance au travail. Donc, elles fournissent aux employeurs et dans une mesure beaucoup moins importante aussi aux collectivités de travailleuses et travailleurs, des statistiques de performance qui relèvent par exemple de combien d'heures vous avez passé avec Teams et par exemple le système d'exploitation Microsoft Office tout entier, par exemple, ou alors avec qui vous avez échangé principalement pour effectivement arriver même à gérer nos sociabilités au travail. Alors, il faut savoir que ces plateformes de surveillance et de monitoring ont été développées dans la décennie précédente en utilisant comme cobaye les travailleurs des plateformes. Par exemple, les plateformes comme Clever Control ou d'autres qui prennent des captures d'écran tous les quelques minutes de ce que vous êtes en train de faire surgissent de l'expérience menée sur des plateformes de travail à distance de personnes payées à la pièce qui s'appelaient et s'appellent encore aujourd'hui, par exemple, Upwork. C'était des plateformes pour des freelances, mais c'était aussi des plateformes pour des travailleurs, des micro-travailleurs, des travailleurs précaires qui travaillaient à la tâche. Donc, on est en train d'importer même le pire ou les mauvaises habitudes de ce type de travail. C'est pourquoi la plateformisation nous concerne directement. Alors, nous concerne directement et cela nous permet aussi de poser certaines questions relatives à la répartition des risques. La répartition des risques de nous toutes et nous tous, en sachant qu'actuellement, on peut le voir, on peut le caractériser de manière peut-être un peu extrême. On a trois catégories sur lesquelles on a un peu de visibilité. Hein. C'est les catégories, encore une fois, des travailleurs essentiels qui se situent entre une situation de risque économique relatif, certes important encore aujourd'hui. Et on ne peut pas imaginer que les personnes qui travaillent dans la grande distribution sont toutes bien protégées et bien payées, bien rémunérées. Au contraire, mais quand même, par rapport à ceux qui sont désormais au chômage, ils se trouvent dans une situation de risque économique relatif. Par contre, le risque sanitaire est beaucoup plus important chez eux parce qu'ils mènent un travail de proximité. De l'autre côté, évidemment, nous avons les personnes qui sont en situation d'inactivité parce que reléguées chez eux, dans la meilleure des hypothèses, hein, parce qu'après, il y a la pire des hypothèses, ils doivent en plus sortir. Donc, travailleurs inactifs, ils sont dans une situation de fort risque économique, mais de risque sanitaire moindre. Et après, il y a cette situation assez privilégiée, ou décidément privilégiée, de ceux comme moi et j'imagine plusieurs d'entre vous, qui peuvent télétravailler et qui donc se trouvent dans une situation de risque économique moins important et surtout de risque sanitaire maîtrisé. Hein.
Alors, vers quelle situation on va? Donc, on peut caractériser ces risques, le risque sanitaire et les risques de nature économique, comme des risques qui sont de nature directe et indirecte. Et on a cherché à le faire avec plusieurs collègues dans ce travail publié dans la revue en ligne First Monday. Le travail s'appelle Inégalité numérique et exposition au risque COVID-19, donc Digital Inequalities and COVID-19 Exposure Risk. Vous le trouvez, c'est accessible en ligne. Euh, pour l'instant, on se demande effectivement qui se trouve dans les autres cadrans et surtout vers quelle évolution possible on se dirige, en sachant que le discours des partisans des plateformes et aussi des partisans du smart working, vous allez voir qu'il y a une certaine cohérence entre ces deux discours, semble aller vers une situation dans laquelle on serait tous amenés à télétravailler. Parfois, même dans le débat public et même dans l'agora politique, la situation du télétravail nous est vendue, encore une fois, comme une situation déjà généralisée. Et donc, on serait peut-être tous en train de converger vers une possibilité de télétravailler maîtrisant le risque sanitaire et le risque économique. Alors, hélas, dès qu'on se tourne du côté des plateformes de travail, des plateformes sur lesquelles on négocie le travail et qui sont donc des possibilités ouvertes qui constituent pour une partie de la force de travail la promesse d'une absorption dans une nouvelle économie, l'économie des petits jobs, l'économie du travail à distance des freelances, mais aussi l'économie d'un travail largement informel, payé à la pièce, mais en même temps à réaliser à ses heures et à ses rythmes, donc ce serait le micro-travail. Là, on pourrait en effet espérer dans une sorte de mitigation, de limitation du risque. Par contre, il y a l'autre possibilité, et vous allez très vite voir, et ça se devine, que je suis plutôt de ce deuxième avis, de la création de risques spécifiques. Et donc, il y a le risque de risques spécifiques, plutôt l'exposition à des risques spécifiques. Alors, de quel type? Alors, pour pouvoir comprendre les différents types de risques, il faut d'abord systématiser un peu ce qu'on sait à propos du travail des plateformes, parce que sinon, chacun propose sa définition. Je sais, hélas, que dans mon domaine de recherche, c'est assez courant que je parle, par exemple, de personnes extrêmement précaires et qu'un autre collègue dise « mais non, tu as complètement tort parce que moi, je n'étudie que des développeurs informatiques qui sont payés 4 000 euros par jour ». Alors évidemment, il faut bien s'entendre sur ce qu'on comprend par travailleurs des plateformes. Alors, la définition, ou plutôt la typologie que je présente dans le livre que Luc Bress a cité, qui s'intitule « En attendant les robots », est basée sur trois grandes familles de travailleurs des plateformes. La première, c'est le travail à la demande. Alors, encore une fois, vous allez me pardonner, j'ai laissé, hélas, ces étiquettes en anglais. Donc, on-demand labor, c'est le travail à la demande. Donc, cela relève évidemment du travail de logistique, de transport, mais aussi du travail des personnes qui réalisent des tâches ménagères ou des services à la personne. Après cette première catégorie, il y a d'autres plateformes qui sont des plateformes de travail à distance sur Internet. Donc, le travail en ligne, ce travail, évidemment, peut concerner d'une part du freelancing qualifié, donc des personnes dont les qualités sont reconnues comme de haut niveau et qui, quand même, sont depuis plusieurs années en train de dériver vers une sorte de prolétarisation, surtout suite à une très très forte concurrence internationale. Donc, le même développeur informatique qui auparavant était très bien rémunéré et dont le travail était reconnu, aujourd'hui est concurrencé par des personnes en Biélorussie, en Inde, en Chine, qui réalisent le même travail, voire mieux, en beaucoup moins de temps et avec plus d'adaptabilité, de flexibilité.
À côté de cela, comme une sorte de forme extrême de freelancing, c'est le freelancing du travail fragmenté, donc ce qu'on appelle le micro-travail. Micro-travail, je vais vous donner quelques exemples, c'est un travail qui est parfois payé quelques centimes, voire moins, et qui dure quelques minutes, et dont les tâches consistent non pas à, que sais-je, rédiger, du code informatique, ou traduire un livre, ou réaliser une vidéo ou un film parce que vous êtes un vidéaste et ainsi de suite, mais à réaliser, que sais-je, une ligne de code ou débugger une ligne de code, et ça prend 30 secondes et vous êtes payé $1, ou retranscrire une adresse email, ou écouter une bribe de conversation de 5 secondes et la retranscrire rapidement. Tout ça est extrêmement important pour ce qu'on appelle l'entraînement d'intelligence artificielle, la réalisation de formes d'automation qu'on connaît aujourd'hui comme les intelligences artificielles. Troisième et dernière famille, c'est le travail nécessaire à faire fonctionner les plateformes sociales qu'on connaît et qu'on pratique, donc tous les TikTok, Twitter, Instagram, Facebook et compagnie, qui ont besoin d'une part évidemment d'un travail de production de contenu. Parfois ce travail est non rémunéré parce que c'est notre propre travail, et c'est une longue question. Je ne vais pas rentrer dans la controverse si on puisse ou pas le caractériser. J'ai carrément écrit un autre livre sur ça, donc en 2015, mais je veux me concentrer en effet sur le travail reconnu contractuellement et rémunéré nécessaire pour faire marcher ces plateformes, surtout le travail de modération et de gestion des plateformes. Donc, tout ce qui relève par exemple de l'animation de communauté ou de la modération de contenu. Et à ce sujet, je vous conseille les travaux de Camille Allouin, qui est par ailleurs votre collègue à l'UQAM et qui a écrit des très beaux livres et articles à ce sujet. Alors, rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire? Pardon, entre-temps, je n'arrive plus à progresser avec mes slides, je ne sais pas pourquoi. Oui, donc il y a pour chacune de ces trois familles des catégories de travailleurs qui s'activent particulièrement depuis l'arrivée du Covid. Les livreurs, certainement les micro-travailleurs et les modérateurs de contenu sont un peu les points chauds de la transition en cours dans le monde du travail. Alors rapidement, qu'est-ce qu'on peut dire à propos du travail à la demande? On s'imagine que le travail à la demande aurait été carrément balayé, effacé par l'arrivée de la pandémie, surtout parce que dès qu'on pense au travail à la demande, on pense tout de suite Airbnb et Uber. Nos enquêtes, au fait, nous poussent à admettre que ces géants, ce qu'on appelle les licornes, donc c'est des anciennes startups désormais devenues des multinationales, ne sont pas représentatives de tout le secteur. En réalité, il y a certaines activités qui sont moins importantes, mais d'autres qui deviennent de plus en plus essentielles. Certes, Uber a subi pour la partie transport des personnes des pertes importantes. Par contre, elle a su se réinventer en tant que plateforme de livraison. Et donc, du coup, elle assure, comme toutes les autres plateformes logistiques, un rôle essentiel depuis l'arrivée de la pandémie. Si vous pensez en effet en particulier aux livreurs qui sont très visibles partout dans le monde, ils sont devenus encore plus visibles depuis l'arrivée de la pandémie. Dans certaines villes européennes, dans les phases de confinement, on ne voyait dans les rues que des livreurs qui traçaient à toute heure du jour et de la nuit. Et il y a eu en effet une croissance vraiment importante. Donc Uber, en l'occurrence, elle a perdu 70% de son transport, de son business, son chiffre d'affaires transport des personnes, mais elle a gagné 113% sur Uber Eats. Et quand même, ceci est une mauvaise nouvelle pour les travailleurs de ces plateformes. D'abord parce que, évidemment, un nombre important de personnes qui sont exposées au risque de chômage considèrent que s'inscrire sur ces plateformes de livraison, parce qu'il y a très peu de barrières à l'entrée, et en réalité, il y a parfois même pas un véritable contrat de travail, constitue une option intéressante. Alors, ceci veut dire que le nombre d'effectifs est en train d'exploser sur ces plateformes depuis un an, ce qui se transforme dans une très mauvaise nouvelle pour les travailleurs, parce qu'il y a une très forte compétition, et donc les plateformes peuvent se permettre de réduire à la baisse la rémunération même des travailleurs. Et ceci est un phénomène
et qui s'est réalisé tout de suite, c'est-à-dire depuis le mois de mars et avril 2020, vous avez vu que le taux de rémunération horaire ou par livraison de Glovo, par exemple, ou de Uber Eats était en train de baisser et partout, les travailleurs s'organisaient pour protester contre ça et nous avons assisté en Europe comme en Amérique latine qui était particulièrement impacté par le destin de los repartidores, ce qu'on les appelle, voilà, les livreurs, ils sont mis en grève à plusieurs reprises, et même aux États-Unis au mois de mai 2020. En plus, les grèves n'étaient pas seulement relatives à la rémunération, mais aussi aux conditions de travail et aux risques spécifiques, aux risques sanitaires liés à leur activité, parce que c'est une activité de proximité et parce que cette activité implique un contact avec des clients, malgré le fait que les plateformes, de manière très rusée, mais assez terre à terre comme ruse, ont cherché à se réinventer en tant que livraison sans contact. Alors, l'idée d'une livraison sans contact, et sans contact pour le consommateur peut-être, qui ne voit pas une personne se pointer à sa porte pour lui remettre à main propre la nourriture, par exemple, mais la nourriture est abandonnée en bas de chez lui. Voilà. Alors en réalité, le contact est là pour le livreur, parce que le livreur doit s'interfacer avec les restaurateurs, doit traverser la ville, doit toucher des surfaces qui sont potentiellement contaminées, des portes, des poignées, des interphones et ainsi de suite. Et ces risques sanitaires n'ont pas été suffisamment pris en compte par les plateformes qui se sont retrouvées depuis le mois de mars 2020 au cœur d'affaires et actions en justice particulièrement importantes qui ont fait progresser énormément aussi la visibilité et la reconnaissance des droits de ces travailleurs, mais après que les juges s'en sont mêlés. Donc la question des risques spécifiques des travailleurs à la demande, évidemment, est un peu plus complexe que dans d'autres cas, c'est-à-dire qu'il s'étale sur, disons, l'axe des risques sanitaires. Certains d'entre eux sont exposés, c'est typiquement le livreur, à des situations de risques sanitaires plus importants et quand même aussi de risques économiques, parce qu'ils ne cessent pas d'être précaires pour autant. Et de l'autre, par contre, vous avez toute une partie de cette force de travail des plateformes, laquelle est forcée à un chômage dans le chômage, ou un chômage dans la précarité plutôt, parce que évidemment, ils ne peuvent plus travailler. Et c'est toutes les plateformes qui ont affaire avec l'hospitalité, pensez Airbnb, mais pensez aussi aux plateformes de services de tâches ménagères, par exemple comme Helpling, qui ont subi en effet des pertes importantes. On ne peut pas à tout moment se déplacer au domicile des gens pour réaliser des tâches payées à la pièce. Quid des travailleurs en ligne? Là, il s'agit en effet d'un type un peu particulier, parce que ces travailleurs sont un peu de deux types. D'une part, nous avons le travail freelance spécialisé. Le travail freelance avec un haut niveau de compétences reconnu par les employeurs. Alors là, en effet, on avait eu une baisse initiale, c'est-à-dire que visiblement, les plateformes anticipaient un moment comment dire, un retour, un présentiel beaucoup plus vite que ce qu'on a vu. Et donc, tout simplement, dans les premiers mois de confinement généralisé, partout dans le monde, il y a eu une baisse importante de la demande de ce type de travail freelance. Donc, selon les études de l'Oxford Internet Institute, il y a eu en effet cette baisse importante qui a été plus que compensée à partir du mois d'avril et mai 2020 par la montée d'un type particulier de travail freelance. Et là, j'ai nommé les travailleurs qui sont travailleurs de IT, donc de l'informatique et des technologies. Donc, c'est surtout des développeurs et c'est des personnes qui sont désormais embauchées pour plateformiser les autres activités. Donc, il y a de plus en plus de création de plateformes en ligne. Donc, si auparavant, vous aviez une boutique ou n'importe quelle entreprise qui produit des services, là,
depuis un an, il y a eu vraiment une course vers la plateformisation de tout cela, avec une bonne reconnaissance et en effet un secteur qui est en train d'exploser. Mais face à ça, malheureusement, face donc à un moment un âge d'or relatif hein, des développeurs informatiques, des data scientists, ces compétences à haut niveau de spécialisation technique. Par contre, vous avez vu, où on a vu plutôt une diminution importante de la demande d'autres types de travail. Typiquement, tout ce qui relève de tâches administratives commence non seulement à disparaître, on le demande de moins en moins en tant que freelance, et par contre, on le demande en tant que micro-travail. C'est-à-dire que, je vous donne l'exemple, l'assistant administratif, le comptable, l'agent comptable, qui auparavant pouvait espérer, en effet, de trouver un emploi de freelance, et donc un emploi par projet, mais relativement stable et bien rémunéré, aujourd'hui doit plutôt passer par des plateformes dans lesquelles elle ou il ne réalise pas une tâche complète, un projet sur plusieurs mois, voire sur un an, mais des tâches qui durent quelques minutes et qui sont très très mal payées sur des plateformes dites de micro-travail. Lesquelles plateformes de micro-travail, je vous disais, souvent consistent à produire de la data qui sert ensuite à l'automation. Je vous donne quelques exemples que vous trouvez par ailleurs illustrés dans les images de cette slide. Parfois, il s'agit de prendre des images, des photos par exemple, prises, que sais-je, par des caméras de surveillance ou par des véhicules électriques ou autonomes, soi-disant autonomes, et de étiqueter ces images. Donc, par exemple, ces images représentent que c'est une scène urbaine, et là, vous devez tracer des carrés et mettre une étiquette qui indique, voilà, ça c'est un bâtiment, ça c'est une personne, ça c'est une voiture. Tout ce processus, on l'appelle un processus de segmentation sémantique qui sert à des services de vision par ordinateur, typiquement, et ce n'est qu'un exemple parmi les 10 000 exemples qui existent. Parfois, vous avez un micro-travail qui est beaucoup plus terre à terre et qu'on connaît très bien, qui rassemble un peu à la version 2021 du travail de call center. Donc, auparavant, le call center, c'était des gens qui répondaient de vive voix à quelqu'un qui avait un problème. Là, ils ne répondent même pas. Tout simplement, via une interface, ils se connectent et ils réalisent par exemple, ce que leur service n'était pas capable de réaliser. Souvent, vous l'avez même dans les soi-disant assistants vocaux comme Siri, comme Cortana. Parfois, ils dysfonctionnent et là, une personne peut ou doit intervenir pour réaliser à la place de l'intelligence artificielle son travail. Alors, ceci, évidemment, pose des problèmes énormes de vie privée, des problèmes même de fraude à l'intelligence artificielle. Je ne vais pas rentrer dans ce détail, c'est seulement pour vous donner des exemples de qu'est-ce que le micro-travail et comment ce micro-travail expose évidemment à tout en protégeant des risques sanitaires, expose à des risques évidemment de précarité, parce que c'est un travail mal rémunéré, c'est un travail qui n'a pas une possibilité de progression de carrière, il y a un manque d'organisation des travailleurs même qui n'arrivent pas à faire entendre leur voix ni à défendre leurs droits, parce qu'ils sont en plus extrêmement parcellisés et dans la plupart des cas, ils travaillent et elles travaillent depuis chez eux. Donc, il s'agit d'un travail même atomisé en termes de possibilité d'échanger avec d'autres. Et en plus, c'est un travail dans lequel, comme le rappelait un entrepreneur de l'une de ces plateformes, un mec particulièrement cynique, vous pouvez virer une personne au bout de 2 minutes de travail. Parce que visiblement, vous n'avez, en tant qu'employeur, aucun engagement vis-à-vis de cette personne. Il n'y a pas un contrat de travail. Et en plus, il y a une concurrence globale. Je n'ai pas le temps de vous montrer les cartographies qu'on est en train de dresser avec mon équipe, mais la plupart, par exemple, du travail d'entraînement, que sais-je, des intelligences artificielles francophones, autant au Québec qu'en France, est réalisé entre Madagascar, île Maurice et d'autres pays africains. Donc, il y a une concurrence et qui évidemment détermine un travail, une dynamique de rémunération à la baisse et de concurrence internationale entre ces micro-travailleurs et qui augmente encore davantage le risque sanitaire.
Troisième et dernière famille, et là j'arrive vers la fin, c'est les personnes. Ah non, pardon, non, il faut aussi que j'ajoute que ces micro-travailleurs sont en train de. Le nombre d'effectifs est en train d'augmenter de manière importante. Certaines plateformes la firme avec une fierté qui ne cache même pas, hein, par exemple, Appen, qui est l'une des plus importantes de ces plateformes, qui a plusieurs millions, qui déclare avoir plusieurs millions de travailleurs partout dans le monde, déclare aussi que depuis le mois de mars, ils ont eu une augmentation des effectifs de 31%. Donc, en effet, de plus en plus de personnes qui s'inscrivent sur ces plateformes. Alors, quid du profil de risque de ces travailleurs en ligne? Alors, on peut dire en effet que la situation de certains freelances se situe plutôt du côté des micro-travailleurs salariés, hein, ceux qui sont encadrés contractuellement, mais qui continuent d'avoir une bonne situation économique, qui sont relativement protégés par le risque économique, sauf évidemment la partie de volatilité de leur rémunération. Après, il y a quand même les freelances qui ne sont pas dans le secteur technologie et informatique, lesquels, par contre, sont exposés à un risque économique important, qui ont eu une baisse importante de leur activité et qui se retrouvent à partager un peu leur situation avec les micro-travailleurs, lesquels, par contre, tout en étant relativement protégés du risque économique dans la mesure où ils travaillent depuis chez eux, sont par contre dans une situation de précarité à terme de rémunération parce qu'ils sont très très mal payés. Pour vous donner un ordre de grandeur, il y a 2 ans, on avait estimé que la rémunération médiane sur Amazon Mechanical Turk, qui est l'une des plus connues de ces plateformes de micro-travail, était de 2 dollars par heure. Déjà, bon, c'est une estimation basée sur le fait que c'est par heure, alors qu'en réalité, ils sont payés par pièce. Et nous, dans notre enquête 2019 en France, on avait vu que le salaire médian était moyen était de 21 euros par mois, c'est-à-dire ce qu'ils arrivaient à gagner. Ce n'est pas un salaire, ils ne sont pas salariés. Encore une fois, ils sont payés par pièce. Alors, troisième et dernière catégorie, le travail sur les médias sociaux. Donc, le travail sur les médias sociaux, je vais vraiment me concentrer seulement sur les plateformes de modération et je vais peut-être faire appel même à votre propre expérience des réseaux des dits socio-numériques, donc les plateformes sociales, à la Facebook, YouTube, Twitter et compagnie. Vous avez peut-être remarqué que depuis un an, ça bastonne grave, c'est-à-dire que les gens se disputent plus qu'avant et qu'il y a de plus en plus de fake news et qu'il y a de plus en plus de complotistes, nazillons, tout ce que vous préférez, voilà. Alors tout ce qu'on aime détester ou qu'on déteste tout simplement. Est-ce que les gens sont tout simplement en train de devenir fous et folles à cause du Covid? Bien sûr, peut-être il y a un peu de ça, mais il y a aussi énormément de défauts de modération dû au fait que cette modération est faite largement à la main. Encore aujourd'hui, il y a des équipes de dizaines de milliers de personnes entre l'Espagne et les Philippines qui, chaque jour, regardent à longueur de journée des vidéos de plus en plus violentes, modèrent des tweets ou effacent carrément des profils. Dernièrement, même l'ancien président des États-Unis y est passé, je dirais heureusement pour tous. Et en plus, ces personnes sont, encore une fois, eux-mêmes et elles-mêmes rémunérées de manière un peu aléatoire, souvent comme des micro-travailleurs. Souvent, par ailleurs, passent par les mêmes entreprises. La modération a été quand même perturbée, voire interrompue pendant les premières phases de confinement et encore aujourd'hui continue à avoir des problèmes. Depuis le mois de mars 2020, des plateformes comme Twitter et YouTube annoncent que malheureusement, la modération de contenu est disruptée par le Covid. Et pourquoi? Parce que vous allez dire, mais ces personnes-là, ils peuvent tranquillement continuer à faire leur travail, ils peuvent télétravailler. Alors, c'est très difficile de télétravailler sur des vidéos hyper violentes ou hyper pornographiques, par exemple, depuis chez vous, avec votre tante qui passe derrière ou votre enfant qui joue à côté. Et en plus, comme il s'agit même si on voilà, on fait abstraction de ces cas extrêmes, même si on se concentre vraiment sur les cas les plus anodins dans lesquels on doit modérer une
conversation, que sais-je, sur Twitter, parfois, ces personnes, ces modérateurs, sont en train de gérer des données qui sont sensibles. Et donc, ils sont liés à ces plateformes, à les plateformes qui les recrutent, par des conventions de confidentialité, donc des non-disclosure agreements particulièrement contraignants. Dans mon expérience personnelle et de celle de mes collègues de mon équipe, on arrive à trouver, à interviewer tous les chauffeurs et tous les livreurs que vous voulez. On arrive à interviewer des centaines de micro-travailleurs. Quand on arrive au modérateur, là, on se heurte au secret industriel total. Ces personnes intériorisent une sorte de terreur panique totale qui est due surtout à ces conventions de confidentialité qu'ils signent. Alors, les modérateurs n'ont pas pu travailler correctement depuis l'arrivée de la pandémie et par contre, pour les obliger, pour leur donner une impulsion, on a commencé à les prioriser pour le retour au bureau. C'est-à-dire que depuis le mois d'avril déjà 2020, Facebook en particulier, mais aussi Google, mais aussi Twitter, ont commencé à, disons, gentiment suggérer, voire pousser ces personnes à revenir au travail, ce qui évidemment détermine que leur situation économique ne s'améliore pas, sauf dans un cas, c'est-à-dire en Espagne, j'ai entendu d'une prime un tantum de 1 000 euros pour ceux qui acceptaient de revenir au travail, mais ce qui pour l'Espagne n'est pas un truc qui change votre vie. Hein. Enfin, 1 000 euros en Espagne, c'est pas comme 1 000 euros au Venezuela. C'est la moitié d'un salaire minimum. Et en même temps, ces personnes s'exposent évidemment à, encore une fois, un risque sanitaire. Alors là, leur position, leur profil risque se situe plutôt du côté des livreurs. Du côté des travailleurs à la demande. Donc, c'est des personnes qui, aujourd'hui, travaillent en présentiel, encore largement en présentiel, et qui, en plus, sont exposés à des formes de précarité caractéristiques de leur travail. Ils sont payés parfois à l'heure, parfois rarement avec des CDD, encore plus souvent au niveau international à la pièce, et ils doivent se rendre sur leur lieu de travail. Et ceci est vrai dans les centres les plus importants ou les plus connus, hein, donc à Barcelone, en Hongrie, à Prague, à Manille aux Philippines, on voit en effet de plus en plus de personnes qui continuent d'aller au travail pour réaliser ce travail de modération. Alors, conclusion, parce que j'ai été un peu long, malheureusement, les tendances qui se dégagent, qui sont aussi pour nous et pour mon équipe, surtout des pistes de recherche en cours, et que, en effet, il y a un risque généralisé et très perçu au niveau certainement des partenaires sociaux, des organisations syndicales avec lesquelles je travaille assez régulièrement, l'idée qu'on assiste à un risque de plateformisation même des emplois stables via le cheval de Troie du travail intelligent. Donc, l'idée est, vous commencez à télétravailler, surtout si vous êtes en CDD, l'année prochaine, votre travail n'est pas renouvelé, et par contre, on vous invite à devenir un sous-traitant via une plateforme de freelancing qui, par contre, s'avère être plutôt du micro-travail mal rémunéré. Et en plus, il y a une redistribution des risques, soit des risques directs que des risques indirects. Les risques directs étant les risques sanitaires, donc les risques d'être exposé au Covid, et de l'autre côté, par contre, les risques indirects qui sont de nature économique, mais aussi évidemment en termes de protection sociale. Et alors, dans ce contexte-là, le scénario souhaité autant par les partisans des plateformes que par les plateformes de smart working, c'est-à-dire de tous télétravailleurs, tous travailleurs à distance, semble être beaucoup moins faisable ou plausible. En réalité, on voit plutôt une situation dans laquelle on assiste à une précarisation encore plus importante d'un nombre croissant de personnes, avec en plus, à cause de la concurrence entre les travailleurs, même sur ces plateformes, je vous disais, sur les plateformes de livraison, sur les plateformes de micro-travail,
il y a eu une explosion des effectifs. Les effectifs plus importants signifient que ces plateformes peuvent baisser le niveau de rémunération et que donc, et en plus qu'il n'y a pas suffisamment de tâches pour tout le monde. Et ceci, évidemment, détermine une situation pas forcément de chômage tout de suite, mais certainement de sous-emploi pour un nombre croissant de personnes qui se retrouvent évidemment dans une situation de risque sanitaire moindre parce qu'ils travaillent moins, même ils livrent moins, mais en même temps qui sont moins bien rémunérés et qui donc sont dans une situation de risque économique plus important. Voilà, j'ai terminé et je vous remercie.